Louis Pasteur est un chimiste. Il sort de l'école normale supérieure et il commence sa carrière de chimiste par une thèse. Et sa carrière commence par un coup d'éclat extraordinaire, une découverte importante. Il étudie, son sujet de thèse, c'est d'étudier l'activité optique des cristaux organiques sur la lumière polarisée. Vous savez que le vin, quand il fermente, fait des dépôts. Et ces dépôts, il y a de l'acide tartrique notamment. Et cet acide tartrique, si on le regarde au microscope, ça fait des cristaux. Et ces cristaux sont générés par la fermentation donc du vin et la production en fermentation alcoolique. Et la singularité que ces cristaux organiques sont différents des cristaux minéraux en cela qu'ils dévient la lumière polarisée, soit à droite, soit à gauche, si on les soumet à la lumière polarisée. Pour Pasteur, alors, on connaît des cristaux plus petits, qu'on appelle des cristaux d'acide paratartrique, qui sont optiquement inactifs. Or, ils ont exactement la même composition chimique et ils ont la même forme que les cristaux d'acide tartrique. Alors, il s'est penché sur ce problème qui paraît a priori un peu anodin, mais qui est très profond, et vous allez voir les conséquences. Donc, pour lui, il ne peut pas accepter l'idée qui était largement répandue à l'époque, qu'il s'agissait des mêmes cristaux, il pensait qu'il y avait une différence entre ces deux types de cristaux, l'acide paratartrique qui ne dévie pas la lumière et l'acide tartrique. Et pour ça, il étudie, il fabrique, il cristallise 19 sels différents de tartrate et de paratartrate et il les examine au microscope. Et au microscope, il remarque que certains cristaux ont des petites facettes orientées de façon différente. Certains sels ont des facettes à droite, d'autres ont des facettes à gauche. Et il comprend, par une étude microscopique, pourquoi le paratartrate est sans activité sur la lumière polarisée. Quand il observe, il voit qu'il y a un mélange de cristaux, des cristaux droits à facettes à droite et des cristaux à facettes à gauche. Et donc, c'est une des bases de la chimie organique d'aujourd'hui. Les cristaux, l'acide tartrique et beaucoup d'autres substances peuvent se présenter comme leur image. Il y a une forme droite et une forme gauche. Et l'inactivité optique est due donc à un simple mélange des cristaux de paratartrate. Ça préfigure en quelque sorte l'étude bien des années plus tard par les Bragg, qui ont eu le prix Nobel, de la diffraction des rayons X pour étudier la forme des molécules. Ça, c'est sa découverte de base. Et progressivement, Pasteur va être amené à travailler sur les sciences de la vie. Parti comme chimiste, il va s'intéresser à la fermentation. Alors la fermentation, au temps de Pasteur, on voyait dans les liquides de fermentation alcoolique, on voyait ces organismes, on sait aujourd'hui que ce sont des champignons, les levures, on les appelait les ferments. Et depuis Aristote, on admettait qu'il existait des états biologiques selon Aristote, avec la théorie de la génération spontanée sur laquelle je viendrai plus tard. Il existe lorsque l'on laisse des aliments, lorsqu'on laisse une viande, lorsqu'on laisse un corps dans l'atmosphère normale, on voit des transformations. Soit ça peut être des fermentations, par exemple la fabrication du fromage, du pain, du vin, la bière. Tout ça, c'est des fermentations, c'est pepsis en grec. Fermentation, c'est un phénomène positif de digestion, de maturation, avec le concept d'aide. Et au contraire, dans d'autres cas, la matière organique, abandonnée en quelque sorte à la température ordinaire, elle va rentrer en putréfaction. C'est le sepsis, la puanteur, le danger, c'est les corps qui se décomposent, les plaies qui suppurent. Ces phénomènes de décomposition et de métamorphose sont en fait le résultat d'une force vitale, le pneuma ou la chaleur vitale existant dans les substances organiques. C'était une croyance et il ne faut pas sourire de cette interprétation. C'est la moins mauvaise interprétation qu'on pouvait avoir à l'époque. On pensait que dans les
les substances organiques, c'est-à-dire qui proviennent des organismes, il existait une force vitale. Et la putréfaction génère des créatures vivantes dans la boue, les marais, la pourriture causant des exhalaisons et des miasmes. C'est la théorie de la génération spontanée sur laquelle je viendrai un peu plus tard. Alors, depuis von Leeuwenhoek, le découvreur du microscope, dans les années 1670-80, il avait observé ces ferments. Et il y avait d'excellents chimistes, surtout allemands d'ailleurs, qui soutenaient que ces ferments, c'était des simples catalyseurs. C'était des catalyseurs qui transformaient le sucre, le glucose, en alcool. Et notamment Justus von Liebig, mais beaucoup d'autres, Berzelius, Wohler, qui étaient des grands chimistes de l'époque, pensaient que les levures sont des simples substances chimiques complexes, des catalyseurs, agissant par simple contact, convertissant les sucres en alcool. Et puis il y avait une hypothèse, disons, ridicule, comme disaient les chimistes de l'époque. Il y avait donc tout un groupe de pensée, de la majorité des chimistes pensaient ce que je viens de vous dire. Et puis il y avait quelques personnages, Charles Cagnard-Latour, je l'appelle toujours le polytechnicien de l'an 2, il y avait Theodor Swan et puis Friedrich Kützing, qui pensaient que les ferments sont des cellules vivantes se multipliant durant la fermentation. Ça partait d'observations microscopiques. Au cours du processus de fermentation qui produit l'alcool à partir du glucose, eh bien, on voit ce que j'appelle les levures, les ferments, apparemment se multiplier. Et cette fermentation est arrêtée par la chaleur. Si vous chauffez, vous arrêtez cette multiplication des ferments par les antiseptiques comme l'arsenic. La fermentation commence avec la présence de levure, progresse avec sa multiplication et s'arrête avec la croissance des levures. Alors, Pasteur a été nommé en 1853, il prend ses fonctions en 1854, à la faculté des sciences de Lille, comme il est à la fois professeur de chimie et doyen de la faculté. C'est une faculté qui vient d'être créée par Napoléon III. Et le fils d'un de ses élèves lui transmet un message de son père, M. Bigot, un industriel qui produit de l'alcool par fermentation à partir du sucre de betterave. C'est un distillateur, en fait. Il demande à Pasteur d'étudier pourquoi certains lots de sa production sont parfois acides et donc impropres à la consommation. Et ça l'embête beaucoup, il ne comprend pas pourquoi, tout étant égal par ailleurs dans la production. Et alors Pasteur vient avec des moyens très rudimentaires. Il a quoi comme instrument? Il a un microscope, il a un polarimètre, et puis il fait des dosages chimiques, et il installe un petit laboratoire de chimie chez M. Bigot à Lille. Et il observe au polarimètre que le jus de betterave est optiquement actif, donc c'est un processus de fermentation en continuité avec ce qu'il avait découvert. Et surtout, il découvre des différents produits chimiques dans les lots acides, en particulier de l'alcool amylique. Et on connaissait à l'époque les formules. L'alcool amylique ne peut absolument pas provenir de l'alcool éthylique pour des raisons de structure chimique. Et ça ne peut pas être un produit de dégradation comme on le croyait parfois à l'époque. Donc, il est devant un phénomène où on a des lots acides, il voit de l'alcool amylique, mais il voit aussi d'autres substances chimiques qui ne peuvent pas être le produit. Donc il se passe quelque chose dans ces lots de particulier. Et ces choses particulières, c'est la présence de bactéries. Voici un jus de fermentation, alors ce n'est pas forcément du jus de betterave, mais de fermentation, par exemple, du vin, avec des levures que vous voyez très bien, ce qu'on appelle les ferments. Puis là, vous voyez un lot acide où il y a toutes sortes de micro-organismes. C'est contaminé, en quelque sorte. Et en observant ces très fines et minuscules structures qui sont des bactéries, à l'époque, les bactéries étaient à peine connues. Elles avaient été décrites au XVIIe siècle, mais c'était pas très... Pasteur, en tous les cas, ne devait pas très bien les connaître au tout début. Associé à des levures, uniquement dans les fûts à fermentation acide. Bon, il observe que le chauffage à 60 ou 100 degrés, entre 60 et 100 degrés, quelques minutes, sans ébullition, prévient ces contaminations et tue les microbes, évitant
que le jus devienne acide. C'est les bases de ce qu'on appelle par la suite, ce qu'on appellera la pasteurisation. Par la suite, il étendra ce concept aux maladies du vin et aux maladies de la bière, et en prévenant ces contaminations, il va rendre des services importants aux industriels qui avaient des problèmes de production. Alors, Pasteur, du coup, s'intéresse aux fermentations. Et là, c'est un grand pas dans l'histoire de la microbiologie, parce qu'il va, étant donné que la plupart des chimistes travaillent sur la fermentation alcoolique, son génie a été de choisir, de regarder d'autres fermentations, et en particulier la fermentation lactique. Personne ne travaillait dessus à l'époque, et donc il avait un champ, c'était plus facile de publier et de convaincre. Et il a commencé par la fermentation lactique, 1857, puis il a fait la fermentation alcoolique. Alors, ses travaux sont entre 1857 et 1873, et il a aussi travaillé sur la fermentation butyrique. Il fait une constatation majeure. Chaque fermentation a un germe spécifique. La fermentation alcoolique, ce sont des levures. La fermentation lactique, ce sont des bactéries qu'on appelle lactobacilles aujourd'hui. Et la fermentation butyrique, ce sont des bactéries, vous voyez, à gram positif, qui sont dans le beurre ranci et qui sont, alors fait important, ils découvrent que ces bactéries sont anaérobies. C'est la première fois au monde qu'on s'aperçoit que la vie peut exister sans oxygène, alors qu'à l'époque, tout le monde croyait que la vie aérobie était impossible, la vie était impossible sans oxygène. Donc, le point important, c'est chaque fermentation du lait, du vin, de la bière, du vinaigre est due à un germe particulier. Ça, c'est l'idée de base de la théorie des germes qu'il va développer par la suite. Il propose donc un traitement prophylactique par chauffage itératif, ce qui viendra la pasteurisation. Il ne faut pas chauffer trop chaud pour ne pas faire perdre le goût, donc c'est souvent des chauffages à 55-60 degrés pendant quelques minutes, plusieurs fois. Et la naissance de la microbiologie, d'après les historiens, est datée de du mémoire sur la fermentation lactique 1857, où il décrit le germe responsable de la fermentation lactique en détail. Et c'est un mémoire qui fera date et qui sera à l'origine des percées, notamment en chirurgie, avec Lister, dont je vais vous parler dans un instant. Alors, pour Pasteur, la fermentation est un phénomène corrélatif de la vie. Il est convaincu que le processus est lié à l'activité de ferments vivants et non pas de catalyseurs. Donc l'acte chimique qu'il écrit de fermentation est essentiellement un phénomène corrélatif de la vie, de l'acte vivant, commençant et finissant par le premier. Je crois qu'il n'y a jamais eu de fermentation alcoolique sans l'organisation, le développement et la multiplication simultanée des globules, comme il le dit dans un mémoire sur la fermentation alcoolique qu'il a publié par la suite. Il a commencé par la fermentation lactique pour les raisons stratégiques que je vous ai dit. Là-dessus, on est dans les années 1857, 58, 60, et il sera amené à travailler sur la génération spontanée. Alors la génération spontanée, je vous en ai un peu parlé, c'est une théorie qui date d'Aristote. Aristote, c'est le 4e, 5e siècle avant notre ère, qui disait qu'il existe une force vitale dans les substances organiques engendrant des créatures vivantes. Alors certes, il pouvait y avoir une génération par l'intermédiaire, par un accouplement, etc. Mais il existait aussi, même pour les mammifères, comme les souris par exemple, une génération spontanée qui était possible dans certaines circonstances. Cette génération spontanée a duré jusqu'aux travaux de Louis Pasteur. Alors Louis Pasteur a été un peu, si vous voulez, choqué par un énorme livre de 800 pages qui est paru, qui s'appelait Hétérogénie, traité de la génération spontanée par Archimède Pouchet. Alors pour faire les choses très simples, Archimède Pouchet était un tenant de la génération spontanée et il avait des expériences basées sur des infusions de foin. Il travaillait sur des infusions de foin qu'il chauffait à ébullition, puis il fermait ce flacon et il attendait quelques jours, et en quelques jours, invariablement, les flacons se troublaient. Louis Pasteur, lui, fait la même chose, mais il utilise de l'eau de levure, parce qu'il travaille sur la fermentation, il a toujours travaillé sur les levures.
Il met l'eau de levure à ébullition, il bouche le flacon, et puis c'est des expériences qui avaient d'ailleurs été faites par Lazare Spallanzani quelques dizaines d'années auparavant, dans les années 1780, et invariablement le flacon reste stérile. Donc il y a vraiment une opposition frontale. Certains disent, comme Archimède Pouchet, et beaucoup de gens à l'époque croient Archimède Pouchet, qu'il y a une génération spontanée, qui est les forces vitales qui recréent la vie à partir de substances organiques. Et puis il y a Pasteur qui dit non, la vie a été détruite et elle ne peut pas naître par génération spontanée. Alors Pasteur va s'acharner sur cette contradiction, et il va arriver à être convaincu que la source de la contamination, c'est l'air. L'air est contaminé. Dans cette pièce, par exemple, nous ne sommes pas très nombreux, mais il y a environ 500 bactéries par mètre cube dans cette pièce, qui viennent des uns et des autres, et de la poussière, etc. Nous respirons 15 000 litres d'air par jour. Vous voyez, on respire pas mal de bactéries. Heureusement, elles ne nous font pas mal. Alors, Pasteur va faire des expériences majeures, extrêmement démonstratives, qui vont convaincre les académiciens des sciences qui avaient demandé qu'on arrive à résoudre ce problème de la génération spontanée. Voilà ce qu'il fait. Il chauffe son eau de levure, elle est stérile, il laisse le flacon sans le boucher. Invariablement, il a une croissance des levures, le bouillon se trouble, et sa théorie est de dire que ce sont les bactéries de l'air qui rentrent et qui contaminent. Et il fait une autre expérience qui consiste à chauffer. Alors on lui répond, mais oui, mais quand vous avez chauffé, vous pouvez détruire les forces vitales, etc. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ça peut être comme ça. Alors du coup, il a fait une expérience avec les cols de cygne, célébrissime expérience. Il chauffe, les cols de cygne laissent l'air rentrer dans le flacon, mais cette incurvation va arrêter les bactéries et les poussières dans le col de cygne et ne pas atteindre le bouillon. Et quand il fait ça, tout en laissant ouvert son col de cygne, le bouillon reste stérile. Et là, il casse le col de cygne et immédiatement le bouillon va croître. Il peut maintenir sans chauffage indéfiniment des bouillons stériles avec col de cygne, et le rôle de la contamination de l'air sera aussi montré par des expériences de chauffage, par des filtres de coton. Il voit les bactéries sur des filtres de coton qu'il met au cours de ses expériences sur les ballons. Et Archimède Pouchet était un homme très honnête. C'était un professeur à Rouen qui a fait ses travaux. Et ce qui a différencié les expériences qu'il faisait étaient exactes, mais ce qui différenciait, c'est qu'il travaillait sur des infusions de foin. Or, à cette époque, dans les infusions de foin, il y a une bactérie qu'on appelle Bacillus subtilis qui sporule. Et les spores bactériennes sont des formes de résistance. La plupart des bactéries sont tuées à 100 degrés en quelques minutes, mais certaines bactéries, il faut beaucoup plus. Il faut autoclaver, monter à 120 degrés, 115 degrés, sous pression d'une atmosphère pour les détruire. Les spores ont été découvertes quelques années plus tard par Koch, qui a démontré, vous voyez, on les voit ici, les spores. Tandis que Pasteur travaillait, lui, sur des infusions de levure, de l'eau de levure, et il détruisait très facilement les levures par l'ébullition. C'est ça. Donc, à la suite de ces travaux, la génération spontanée théorie, qui avait 2000 ans, a été détruite en quelque sorte, et tout le monde a accepté cette idée que les germes pouvaient être dans l'air, que les germes étaient partout, et qu'ils pouvaient être responsables d'infections. Alors, Pasteur était un grand scientifique, et il était souvent, à cette époque, il était souvent appelé pour des expertises en quelque sorte. Et dans le sud de la France, il y avait une épidémie qui atteignait les vers à soie. Et en 1865, cette mystérieuse épidémie, la pébrine, se répand dans la plupart des zones de production de vers à soie, et donc l'industrie de la soie était mise en danger en France, mais aussi dans le sud de la France, mais aussi dans les pays d'Europe de l'Ouest.
l'épidémie s'est même propagée en Extrême-Orient. Et on avait plusieurs variantes de la maladie qu'on appelait donc pébrine, vous allez voir pourquoi, flacherie, morphla, gâtine. La pébrine, voilà ici des vers à soie qui, vous savez, se nourrissent uniquement de feuilles de mûrier et qui dévorent les feuilles de mûrier en permanence pour donner des cocons. Ces cocons produisent la soie et après, par un procédé industriel ou semi-industriel, on peut extraire la soie et donc fabriquer des vêtements de soie. La pébrine, elle porte ce nom parce que le ver a des points noirs et il est taché de points noirs, de taches brunes, et il arrête de se reproduire et il ne produit plus de fils de soie. Et la flacherie, le ver est flasque, comme le nom l'indique. La flacherie, le morphla, gâtine, c'est à peu près la même maladie, c'est des vers flasques. On considérait qu'il ne s'agissait que d'une seule maladie. Au bout de 2... Alors Pasteur s'installe là-bas, il installe sa propre managnerie, c'est-à-dire son propre élevage de vers à soie à Port-Gisquet, à côté d'Alès, et avec ses outils habituels, son microscope, etc. Il fait des élevages. L'idée est de faire des élevages non contaminés pour pouvoir redonner des semences non contaminées aux éleveurs qui peuvent redémarrer leur élevage. Donc, il étudie cette maladie pendant plusieurs années. Le voici à Fort-Gisquet avec sa femme. Il était en train probablement, je ne sais pas si c'est vrai, de dicter. Il dictait, paraît-il, mais ça, Maxime pourrait vous le dire mieux que moi. Il dictait ses mémoires à sa femme, Marie. Et il a fait plusieurs observations très importantes et qui ont une grande influence sur son concept de la microbiologie. La première observation, c'est une observation qui était connue, qui avait déjà été quelques années avant décrite par un Italien, c'est que les vers atteints de pébrine ont des petites structures comme ça qui sont des parasites qu'on appelle microsporidies. On l'appelle avec le nom latin Nosema bombixis. Donc il y avait une maladie, la pébrine, avec ça. Puis dans l'autre maladie, il ne voyait pas ces protozoaires et il s'est aperçu au bout de 2 ans environ qu'il existait en réalité 2 maladies différentes. L'une était considérée comme une variante de... on considérait que les pébrines et flacheries, c'était la même maladie. Lui, il a dit non, il y a 2 maladies. Il y a la flacherie, qui est une maladie, la pébrine qui est une maladie liée à un protozoaire, et la flacherie, c'est une maladie d'origine nutritionnelle avec une prolifération intestinale bactérienne. Ils ont une flore intestinale très développée, et en réalité, on sait aujourd'hui que c'est dû à un virus. Il y a plusieurs virus, en fait, qui sont à l'origine de cette surinfection bactérienne. Mais ça, il ne l'a pas découvert à l'époque, il n'en avait pas les moyens, les virus n'étaient pas encore connus à cette époque. Il va proposer une prophylaxie efficace, d'une part de sélectionner, vous voyez ici c'est des œufs sains, un papillon qui donne des œufs sains, et puis vous avez là des œufs contaminés, il y en a beaucoup, mais certains sont sains. À partir. Alors il a toute une technique pour détruire les couples qui sont contaminés, et en repartant de sains, il peut redémarrer des élevages sains. Et c'est la technique, je crois qu'il appelait ça engrais-ment. Et donc sélection des œufs non infectés par examen microscopique, et puis des procédures d'hygiène pour prévenir la dissémination, comme l'avait préconisé quelques décennies avant un chercheur qui travaillait sur une autre épidémie des vers à soie. Et presque, je dirais, le sommet et le grand service qu'il a rendu à l'humanité, Louis Pasteur, c'est la théorie des germes de 1878, avec ses observations sur la fermentation. Chaque fermentation a son germe spécifique. Avec ses observations sur les maladies des vers à soie, il a élaboré et présenté devant l'Académie de médecine un mémoire, une conférence qui a été transcrite, la théorie des germes en 1878. C'est la base de la prévention des infections nosocomiales, j'y reviens tout de suite. C'est l'hygiène, la pasteurisation, la chasse, ça a déclenché la chasse aux microbes, et les vaccins, c'est ce qu'on appelle souvent la révolution pasteurienne. C'est une vision totalement différente du monde, et ça a eu des conséquences encore aujourd'hui sur l'humanité. Et la chasse aux pathogènes commence.
Louis Pasteur lui-même a décrit quelques pathogènes comme les staphylocoques, les streptocoques. Robert Koch est un personnage très 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 important, d'une stature extraordinaire. Il a découvert pas moins que l'agent du charbon, l'agent du choléra et l'agent surtout de la tuberculose. Trois découvertes majeures. Ça, c'est Hansen qui a découvert le bacille de la lèpre en 1873. C'est Yersin qui a découvert le bacille de la peste. Et vous voyez, de très nombreuses maladies ont commencé à être cataloguées. En l'espace de 20 ans, la plupart des grands fléaux, à l'exception de quelques fléaux virales, ont été découverts. Il a fallu attendre un peu plus longtemps pour la syphilis, qui est découverte dans les années 1903-1904. Et la deuxième conséquence, c'est la stérilisation et la pasteurisation. Voilà Pasteur en train de stériliser, je ne sais pas quoi, un flacon. Il propose donc le chauffage itératif, la stérilisation comme procédure prophylactique pour prévenir la dissémination des agents infectieux. Et là, il y avait un Écossais qui s'appelait Joseph Lister, qui a transformé les salles d'opération en partant des bases données par Pasteur. Par hasard, quelques années après sa publication, il a été amené à lire l'article sur la fermentation lactique de 1857. Je crois que c'était en 1862, mais pas sûr de la date. Et Lister est convaincu que les plaies suppurées et les gangrènes résistent de germes contaminants apportés par l'air, comme lors du processus de putréfaction et de fermentation. Il fait un saut assez audacieux en disant moi je vois suppurer presque toutes les plaies chirurgicales suppurées. Alors il faut vous dire qu'était la chirurgie à cette époque. À cette époque, on venait de découvrir l'anesthésie. Jusqu'en 1850, une intervention chirurgicale se passait dans des conditions à peine croyables. On ne faisait que des interventions de moins de 10-15 minutes. On ne faisait que des interventions superficielles, on n'ouvrait jamais le ventre parce qu'on savait que c'était la mort certaine. Et ces interventions se faisaient sans anesthésie. On donnait un peu de niol, un peu de laudanum, et puis ça se passait dans des cris épouvantables, dans des conditions d'hygiène. Les chirurgiens opéraient en redingote. Et il y a par exemple une patiente qui raconte qu'on lui a enlevé un sein sans anesthésie. Elle a survécu. Parfois, des patients mouraient pendant l'intervention. On lui a enlevé un sein en quelques minutes. Et elle a survécu une vingtaine d'années et elle a raconté son histoire. Donc, c'était des conditions atroces. Et ce monsieur, ce jeune chirurgien écossais, il commence à changer la salle d'opération. Mais vous voyez, ils sont quand même tous en redingote. Et il utilise beaucoup le phénol. Le phénol est une substance qui est en fait un déodorant, en quelque sorte, mais qui a une forte activité antibactérienne. Et il publie ses résultats, notamment sur les amputations. Dans le Lancet, en 1867, il fait 5-6 publications là-dessus. Et il transforme le pronostic, je dois l'avoir mis ici. En 1861, 50% des amputés, une intervention très banale et très fréquente à l'époque, mouraient de gangrène. En 65, en utilisant son système avec le phénol, il fait tomber la mortalité à 15%. Et il est le fondateur, en quelque sorte, de la médecine antiseptique. Alors vous voyez, on part, ici c'est la première intervention avec anesthésie générale qui a lieu dans les années 1850 à Boston, avec le chirurgien Warren. Ils sont tous, vous voyez, ils sont tous là. C'est des très mauvaises circonstances en termes d'asepsie. Ça, c'est déjà un très gros progrès. C'est autour de 1890-1895, un peu plus peut-être. Mais vous voyez, personne n'a encore de chapeau. Il faudra attendre le masque et le chapeau. Il faut attendre la grippe espagnole pour que ça arrive en salle d'opération. Voilà. Alors, donc, une révolution qui amène l'hygiène, qui amène la prévention, qui n'a pas été accepté tout de suite par tout le monde. Beaucoup de chirurgiens ont été réticents. Mais Pasteur continue. Et en 1878, il va faire naître une deuxième discipline, l'immunologie. Donc Pasteur est à l'origine de deux disciplines majeures actuelles. La microbiologie d'une part, c'est-à-dire l'étude des microbes, bactéries, parasites, champignons, etc. Et là, il va fonder l'immunologie. Et encore une fois, il est appelé au cours d'une épidémie de choléra des poules qui n'a rien à voir avec le choléra humain. C'est une maladie diarrhéique qui tue les poules très rapidement, qui peut les tuer en 24-48 heures. Il a 56 ans quand il fait cette découverte. On l'appelle. Eh bien, il va très très vite, presque immédiatement, il va isoler le germe.
il isole le germe dans les selles, en culture. C'est important de l'avoir identifié et isolé en culture. Et il va reproduire avec ce germe la maladie. Il va communiquer ce germe à d'autres poules et il va montrer que c'est le germe responsable. Il va démontrer la causalité. Il va ensuite faire une observation, comme on dit dans le jargon, de serendipity, de hasard. C'est-à-dire qu'il va observer qu'une culture vieillie perd sa virulence. Quand la culture, on la laisse pendant, je ne sais pas, 3 semaines, 1 mois, abandonnée à la température ordinaire, elle n'est plus virulente, elle perd sa virulence. C'est le principe de presque tous les vaccins atténués vivants. Et les poulets, alors, bon, il n'est pas content, ça ne marche plus, mais il a le coup de génie de tester, de redonner la souche virulente qu'il avait par ailleurs, et de le tester chez ses poules. Et qu'est-ce qu'il va voir? Elles sont protégées. Ces poules sont protégées alors qu'elles ont reçu des cultures vieillies sans virulence. Et il fait une deuxième observation majeure qui va éclairer toute l'épidémiologie moderne, c'est les rares survivants d'une infection aiguë avec le germe du choléra des poules vont excréter des bactéries virulentes. On peut être en bonne santé et excréter des bactéries virulentes qui peuvent tuer d'autres personnes. Donc ça, c'est la notion de porteur sain qui est vraie pour la diphtérie, qui est vraie pour un énorme nombre d'infections et qui explique qu'on ne peut pas arrêter une épidémie aux frontières parce qu'il y a des porteurs sains qui vont réussir à passer. Il publie ça en 1880 dans une note à l'Académie des sciences intitulée « Sur les maladies virulentes » et en particulier la maladie appelée vulgairement le choléra des poules. C'est le premier vaccin fabriqué. Il y avait eu évidemment le vaccin, la vaccine, l'observation de Jenner sur la variole qui avait au début du XVIIIe siècle utilisé dans les années 1800, 1796-1800 la vaccine pour contrer la variole. Et là, c'était un vaccin fabriqué techniquement par l'homme. Alors, il va être amené à s'intéresser à une autre bactérie, le bacille du charbon. Le bacille de charbon, c'était un problème parce que les troupeaux, à l'époque, en Europe, il y avait des épidémies dans les troupeaux et ces troupeaux mouraient avec un germe inconnu. Et en 1874, un géant de la microbiologie, Robert Koch, découvre la bactérie responsable. Alors, Robert Koch, c'est un personnage étonnant. C'est un simple médecin généraliste qui travaille dans une petite ville de Silésie et qui est extrêmement ingénieux, intelligent et qui met au point beaucoup de techniques que nous utilisons encore en microbiologie pour l'isolement des germes, pour incuber les germes, les incubateurs, etc. Et il démontre que la bactérie est à l'origine du charbon. Il l'appelle Bacillus anthracis et il le repique 8 fois sans altérer la pathogénicité. Il découvre également les spores. Pour la première fois, il découvre qu'il y a une forme de résistance. C'est une découverte fondamentale qui oblige à utiliser des autoclaves pour se débarrasser de toute bactérie systématiquement, parce que certaines espèces produisent des spores. Pasteur confirme le rôle causal de ces bactéries en repiquant 100 fois sans modifier la forte virulence de ce pathogène. Alors il y a des controverses, il y a d'historiens pour savoir qui a la paternité de cela, mais indubitablement Robert Koch a une grande importance là-dedans. Mais Pasteur va faire quelque chose il va appliquer ce qu'il a fait pour le choléra des poules, ce qu'il fera pour une autre maladie dont je ne parle pas, la rougeole du porc. Il va appliquer cette technique d'atténuation à Bacillus anthracis. Voici ici des Bacillus anthracis. Ça, c'est une photo qui vient de Koch lui-même. On voit les spores. Voici un bouillon de Bacillus anthracis et une culture sur boîte avec des colonies de Bacillus anthracis. Pasteur atténue la virulence des bactéries en les cultivant à 43 degrés et par un traitement par le bichromate de potassium. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de cette histoire, mais toujours est-il que Pasteur avait un culot monstrueux. Je crois qu'on peut dire ça. C'était un communicateur extraordinaire, mais il avait un courage et même il prenait des risques énormes. Imaginez qu'un vétérinaire de Melun, Hippolyte Rossignol, lui demande de faire un essai sur le terrain pour démontrer que son vaccin est efficace.
Et il va faire des expériences publiques à Pouilly-le-Fort. Alors, il y a les journalistes qui sont là, la foule est là, on regarde ça. Il inocule 24 moutons, une chèvre, 6 vaches, avec des cultures atténuées par son procédé. Il semble qu'il ait utilisé, comme je l'ai dit, la température à 43 degrés et un antiseptique. Et puis, il vaccine, donc le 31 mai, les animaux vaccinés, les contrôles sont inoculés avec une souche hautement virulente. Et puis, c'est le triomphe. Tous les contrôles meurent et les animaux vaccinés survivent en bonne santé. C'était extrêmement démonstratif. Mais dans une expérience aussi, je dirais, délicate, il pouvait très bien échouer, ce qui aurait retardé de quelques décennies les progrès probablement. Toujours est-il que en France, en 1882, il y a 85 000 têtes de bétail qui sont vaccinées. En 1994, près de 3,4 millions. Et la mortalité par le charbon tombe dans le bétail à 0,3. Alors le bacille du charbon, c'est anthrax, comme disent les Américains. Bacillus anthracis, c'est un agent du bioterrorisme qui a été utilisé en 2001, en septembre-octobre 2001, par les terroristes aux États-Unis. Alors, voilà un pasteur qui maintenant a 63 ans. Il a fait un accident vasculaire cérébral dont il s'est assez bien remis, mais il reste paralysé d'un côté, partiellement paralysé d'un côté. Et le voilà qui va s'intéresser à la rage. Alors, pourquoi s'intéresse-t-il à la rage à 63 ans, en 1885 ? Parce qu'on a plusieurs... Je ne sais pas quelles sont toutes les explications, mais on dit qu'il a été fortement impressionné par une expérience personnelle quand il était enfant, où un chien enragé ou un loup, je ne sais plus, avait mordu plusieurs personnes dans le village de son enfance. Et donc il était intéressé par cette maladie. On le voit ici dans une représentation hagiographique avec un flacon qui contient une moelle épinière du virus de la rage, infecté par le virus de la rage. Alors voilà, il fait ça rue d'Ulm. Vous avez encore ce site rue d'Ulm où il a travaillé, où il va vacciner les gens contre la rage. Et qu'est-ce que c'est la rage ? Bon, la rage, c'est une zoonose, c'est-à-dire une épidémie qui atteint les animaux, et en particulier qui est répandue par les carnivores. Alors les chiens, les loups et les renards principalement. Il y a les chauves-souris, il y a d'autres possibilités. Ça donne une encéphalite mortelle, toujours mortelle, après une longue incubation, de quelques semaines à quelques mois, suivant des morsures accidentelles. Les symptômes, chez les patients ou chez les animaux, c'est de la confusion, de l'anxiété, de l'insomnie, du délire, des paralysies ascendantes, une difficulté à déglutir, un comportement anormal, des hallucinations, de l'agitation. Quand la maladie est déclarée, elle est toujours mortelle, 100% de mortalité. Donc c'est une maladie qui est redoutée. Un grand pas a été fait grâce à Pierre Galtier, un Lyonnais qui s'intéressait à la rage, un vétérinaire, qui avait montré que la rage était transmise aux lapins par la salive des chiens enragés. C'est des manips assez dangereuses à faire. Toujours est-il que la salive des chiens enragés transmet la rage. Si on regarde cette salive, on ne voit rien. Il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas d'agent infectieux connu. En fait, c'est un virus, et ces virus ne sont visibles que bien plus tard, dans les années 1937-38, quand le microscope électronique va apparaître. Pasteur transmet la rage au lapin par inoculation intracérébrale d'extraits de cerveau provenant d'animaux enragés. La maladie survient après 1 à 2 semaines, au lieu de plusieurs semaines ou mois après les morsures. C'est-à-dire que ce qu'il voulait, c'est avoir un modèle pour pouvoir travailler assez vite. Et c'est pour ça qu'il fait les injections intracérébrales, et il a une incubation de 1 à 2 semaines, sinon il est obligé d'attendre quelques mois, parce que le virus qui est, par exemple, après une blessure à la main, va remonter vers le cerveau. Habituellement, on considère que c'est la plupart du temps par voie nerveuse, et c'est ce qui explique la longue incubation. Alors, il va, conformément à sa stratégie habituelle, il va essayer d'avoir une souche du virus de la rage hyper virulent. C'est ce qu'il appelle le virus fixe. Pour ça, il part d'un chien enragé, il inocule en intracérébral toute une série de lapins, et il obtient, au bout de je pense, 1 ou 2 ans, il obtient une souche très très virulente qui, en quelques jours, moins d'1 semaine, tue les animaux.
c'est le virus fixe. Et cette augmentation de la virulence après passage itératif va lui permettre de travailler en raccourcissant l'incubation. Et cette souche, il va l'utiliser pour l'atténuer. Maintenant, il prend le virus fixe et il va l'atténuer. Suivant une idée d'Émile Roux, d'ailleurs, il va mettre la moelle épinière de ces lapins. Là, on voit qu'un opérateur, je ne sais pas si c'est Émile Roux, qui est en train d'enlever la moelle épinière. C'est un peu cruel, tout ça, mais enfin, il faut bien que ça se fasse comme ça. Et là, il a la moelle épinière, qui est bourrée de virus, bien évidemment, qu'il met en dessiccation et qu'il expose de façon prolongée à une aération. Et empiriquement, ils ont montré que le virus perd sa virulence en environ 15 jours quand il fait ça. Donc, du fait de la longue incubation, Pasteur imagine qu'il ne serait pas impossible d'utiliser le virus atténué comme traitement, entre guillemets. Alors, on peut discuter traitement, vaccination, prévention. Toujours est-il qu'après la morsure par un chien, le virus est là et il est en incubation. Il y a beaucoup de maladies qui ne donnent pas de symptômes. Le diabète de type 2, par exemple, ne donne pas de symptômes. Pourtant, si on le découvre, il finira par je veux dire que la maladie n'est pas associée forcément aux symptômes. Les animaux sont en incubation de rage et le virus est en train de progresser chez eux. Alors, il va inoculer tous les jours des chiens avec des émulsions de moelle épinière et il va montrer, et progressivement de moins en moins atténué, et il va montrer que les chiens sont protégés contre l'inoculation intracérébrale du virus fixe. Il en était là le jour où un petit berger qui, après avoir traversé la France avec sa mère et un ami de sa mère, cherche dans Paris Louis Pasteur, parce que son médecin généraliste lui avait dit il y a quelqu'un qui s'occupe de la rage, et ce pauvre Joseph Meister, 9 ans, avait été blessé quelques jours auparavant. Et il arrive d'Alsace, il avait eu de sévères blessures, et Pasteur, sous la pression amicale de Grancher et de Vulpian, va tenter une chose qu'on ne ferait jamais aujourd'hui, mais il va vacciner cet enfant. L'argument de Grancher, c'était de dire il est perdu. Et donc, il faut faire quelque chose, on ne peut pas le laisser dans... Et Pasteur, après avoir hésité, parce que quand même son vaccin n'était pas encore bien au point, il va, avec une incroyable... C'est quand même assez incroyable, il va faire cette vaccination, 12 injections consécutives de moelle épinière atténuée pendant 14 jours, puis une 13e injection avec le virus fixe, c'est-à-dire le virus ultra virulent. Il fallait croire en son vaccin. Et l'enfant va survivre, sans maladie. Donc, alors, il ne l'a pas publié tout de suite, il a attendu plusieurs mois, parce que la rage aurait pu apparaître au bout de plusieurs mois. Et là, il y a un deuxième enfant, en octobre, qui apparaît, avec un berger du Jura, Jean-Baptiste Jupille, qui vient, après avoir été sévèrement mordu par un chien enragé, et il va être protégé également avec succès par la vaccination. Et là... Pasteur, qui était glorieux dans la communauté scientifique depuis très longtemps, mais là, il va connaître une notoriété mondiale. C'est-à-dire qu'on va venir de partout pour se faire vacciner contre la rage. Et il existe aujourd'hui des centres de vaccination un peu partout dans le monde qui utilisent encore une technique dérivée de celle de Pasteur. En octobre 86, ça c'est à la rue d'Ulm, et il y a 2490 patients vaccinés, 10 vont mourir de la rage et 1729 sont des patients français, sur 1729 patients français. Au moment de l'enquête, au même moment, une enquête révèle que la mortalité par la rage est de l'ordre de 40%. Après avoir été mordu, 40% des gens font une rage. Alors, c'est des chiffres discutés. Il y a des gens qui disent, dans le nord de la France, il y avait 3% mais dans le nord de la France et à Paris, il y avait très très peu de rage. Donc, c'est des chiffres très biaisés. Mais quand on prend des zones d'endémie, parce qu'une des critiques, c'était de dire, ils n'avaient pas la rage. Ces gens étaient mordus, n'avaient pas la rage, et le vaccin ne sert à rien. En fait, 40% sur 320 patients non vaccinés mordus par des chiens enragés, 40% développent la rage. Et après vaccination, la mortalité tombe à 0,5%.
c'est le premier traitement, on peut dire, prophylaxie efficace pour combattre l'apparition d'une maladie toujours mortelle. Et Pasteur, il y a un grand élan populaire qui fait la création de l'Institut Pasteur à Paris. Et cet Institut Pasteur, c'est le bâtiment qui existe toujours, le premier bâtiment. Il avait 3 objectifs d'après Pasteur. Il doit être un dispensaire public pour traiter la rage, un centre de recherche pour les maladies infectieuses et un centre d'enseignement pour étudier la microbiologie. Par la suite, d'autres instituts Pasteur se sont créés à l'instigation de Pasteur ou de ses élèves, notamment l'Institut Pasteur de Lille. Il n'y a que 2 instituts Pasteur en France. L'Institut Pasteur de Lille qui a été créé par Calmette à l'instigation de Roux et de Calmette. Et puis, il existe 32 instituts Pasteur dans le monde, encore aujourd'hui, qui sont surtout des centres de vaccination, des services de santé publique, avec de la recherche, mais pas aussi importante que celle qui a lieu à l'Institut Pasteur de Paris. Alors, Pasteur, le voici âgé de 70 ans. Il est à la Sorbonne, c'est le 27 décembre 1892. Et on voit ici Joseph Lister, le président Sadi Carnot et Pasteur. On fait de grandes séances solennelles. Il est membre de l'Académie française, membre de l'Académie des sciences, membre de l'Académie de médecine. Il a eu tous les honneurs et il a une fin de carrière donc extrêmement glorieuse. Il est très connu. Il y a très peu de chercheurs qui sont très connus. Il y a Pasteur, il y a Fleming. Fleming, quand il se déplaçait, et après 1945, le découvreur de la pénicilline, il y avait des foules dans une petite ville, dans une grande ville, il y a des foules pour l'accueillir à la gare. C'est incroyable. Et Pasteur fait partie de ces rares chercheurs qui ont sur la conscience, si je peux dire, des millions de vies sauvées. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'admirable. Voilà la dernière photo de Louis Pasteur, peu de temps avant qu'il meure. Il a fait toute une série d'accidents vasculaires cérébraux. Il est mort d'un accident vasculaire cérébral en septembre 1895. Et donc, si je résume, Pasteur a ouvert une nouvelle ère. C'est un scientifique exceptionnel, d'abord un observateur. Il avait un sens de l'observation que beaucoup n'avaient pas. Un expérimentateur hors pair. Il était très précis, très rigoureux. Il était imaginatif, audacieux. Je vous ai montré quelques exemples. C'est un philosophe intrépide. Il avait une vision philosophique des sciences de la vie et un excellent communicateur. Alors là, il savait communiquer avec les médias. Et on peut lui attribuer donc les cristaux de la vie et la symétrie de la vie, la théorie des germes, l'origine des maladies infectieuses dues à des germes spécifiques, la naissance des vaccins, etc. Et les nouveaux concepts qu'il a introduits, c'est la pasteurisation, l'hygiène, la prévention, la vaccination et les antibiotiques dans son idée. Mais ce n'est pas lui qui a découvert les antibiotiques, bien sûr. Maintenant, je voudrais terminer en vous montrant cette courbe qui est extrêmement instructive. Voilà l'espérance de vie. Vous savez que l'espérance de vie, actuellement, elle était au début du 19e siècle de 40 ans. Elle est aujourd'hui de 80 ans. Pourquoi ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Les ressources alimentaires, bien entendu, l'hygiène et la chute des maladies infectieuses grâce aux vaccinations et à la prévention. Voici ici en 1790, vous voyez l'espérance de vie de 40 ans. Voici apparaît la vaccination générienne. La variole, 600 000 morts, 600 000 victimes en Europe par an au XVIIIe siècle. 600 000 victimes, dont à peu près entre 24 et 50% mouraient. Les autres pouvaient garder des séquelles à vie, en particulier cutanées, mais aussi oculaires. Donc, vous voyez, vaccination antigénérienne qui commence, on a une augmentation de l'espérance de vie. Pasteur, on a un saut de l'espérance de vie ici, comme ça. Et ensuite, on a les progrès des traitements cardiovasculaires, des traitements de cancer, etc., qui font qu'on arrive bon an, mal an. 1947, l'espérance de vie des hommes est de 60 ans ou 62 ans, des femmes 65, 66 ans. Aujourd'hui, c'est 79 pour les hommes et 85 pour les femmes, à peu près, un peu plus de 80-85 en France. Et ce phénomène est mondial. On le voit dans le monde entier. Dans le monde entier, les plus de 65 ans augmentent. Et en France, et même dans les pays du tiers-monde, on pense qu'on aura, en France, on aura 25% de plus de 65 ans dans 20 ans, et on aura dans le monde à peu près 20% de plus de 60 ans dans 20 ou 30 ans. Merci de votre attention.